Commencer. Bon, je crois qu'il est l'heure de commencer. Je suis assez heureux de vous accueillir tous ici, un peu ému aussi, puisque c'est dans cette université que j'ai mis mes fesses sur un amphi la première fois après le bac. C'était, j'ose plus dire quand c'était. Et donc, mesdames, messieurs les représentants, d'abord mes directeurs des trois tutelles, les représentants des collectivités territoriales et de l'État, mes chers collègues et mesdames, messieurs nos invités, je suis donc très content d'ouvrir cette petite après-midi d'inauguration que nous avons souhaité un an après la création de cet institut et dont nous espérons tous que ça durera un bon moment, une belle aventure. Donc on va commencer par donner la parole à Monsieur le Président de l'Université, Jean-Paul Saint-André, qui va nous dire un peu, nous faire partager sa vision de la structuration du végétal ici. Il y a un micro là-bas. Il y a un micro là-bas, sur le pupitre. Il est allumé. Oui, ça marche. Oui. Monsieur le maire, monsieur le directeur général d'AgroCampus Ouest, messieurs les représentants de la direction générale de l'INRA, monsieur le vice-président de la région, madame la directrice régionale de la recherche et de la technologie, monsieur le directeur de l'IRHS, cher Jean-Pierre, monsieur le doyen qui nous accueille, mon cher Daniel. Je suis très heureux de vous accueillir ici à la Faculté des Sciences et tout particulièrement dans cet amphithéâtre dédié à la mémoire de Gérard Mogdet, pour qui nous avons tous bien entendu une pensée émue en ce jour où on sait tous qu'il aurait tant aimé être avec nous. Mais nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer officiellement l'IRHS, et c'est en effet un moment très marquant de la structuration du pôle végétal spécialisé d'Angers. Depuis de nombreuses années, presque depuis la recréation de l'université en 1971, le végétal est un axe stratégique du développement de l'établissement. Avec les années, il s'est conforté, il a développé des partenariats nombreux, s'est étoffé pour prendre une dimension pluridisciplinaire puisqu'il associe désormais la biologie, l'économie, les sciences sociales. Aujourd'hui, ce sont près de 250 chercheurs et 2300 étudiants qui travaillent et se forment dans ce pôle qui sera bientôt localisé dans le campus du végétal. Il est logiquement en résonance avec les entreprises, petites et moyennes, qui au fil du temps ont participé au maillage et à l'image du territoire angevin. Dans la vallée de la Loire, dans le Chebillois, dans le Saumurois et autour des villes, ce sont 4000 entreprises et plus de 30 000 salariés qui sont concernés à un titre ou un autre par les recherches et processus de développement issus du pôle végétal. À cet égard, la création du pôle de compétitivité Végépolis est un atout supplémentaire, celui de pouvoir renforcer le lien entre la recherche, la formation et les acteurs du monde socio-économique et de contribuer ainsi à une dynamique majeure du territoire. L'Université d'Angers est dans son rôle en étant l'un des éléments moteurs de ce mouvement créateur de savoir et de richesse. Et cette inauguration de l'IRHS, qui est un moment important de la structuration de la recherche dans le végétal spécialisé, c'est aussi la marque de la qualité de la collaboration entre l'INRA, AgroCampus Ouest et l'Université d'Angers, qui en sont les trois tutelles. C'est aussi une étape vers la finalisation d'un projet soutenu par la région et l'agglomération, associant recherche, formation et innovation. Et c'est aussi un préalable à l'étape suivante, l'ouverture de l'Institut du végétal, avec le soutien de l'État et de l'ensemble des collectivités territoriales. Cet Institut du végétal, qui sera la vitrine emblématique et l'outil structurant de la recherche et de l'innovation dans le végétal spécialisé. Alors j'espère que nous nous retrouverons dans 2 ans pour l'inauguration de l'Institut du végétal, et je souhaite bon vent à l'IRHS, à Jean-Pierre Renoux, son directeur, et à tous les chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels, afin qu'ils renforcent encore le rayonnement de la recherche angevine dans le végétal. Comment ? Donc maintenant,
Nous allons entendre les mots de Grégoire Thomas, directeur d'AgroCampus Ouest. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, représentants du conseil régional, mesdames et messieurs les directeurs, les présidents, chers collègues, j'ai grand plaisir à prendre part et à lancer dans l'aventure, mais c'est une aventure scientifique, notre nouvelle unité mixte de recherche partagée, INRA, Université d'Angers, AgroCampus Ouest. Bien que ce soit l'inauguration d'une unité de recherche, et c'est principalement sur ce thème scientifique que portera l'ensemble de l'inauguration, il est aussi important non pas de faire une digression, mais de faire un complément et de poser plus que partout ailleurs, dans cette inauguration, la relation à la formation. On en a parlé largement ce matin dans le continuum formation, recherche, innovation. Cette relation, elle est dans la carte génétique de l'unité, et ça parle à tout le monde, car dans cette carte génétique de l'unité, il y a à peu près 75% des personnels scientifiques qui sont des enseignants-chercheurs, soit de l'Université d'Angers, soit d'AgroCampus Ouest. Alors, tout d'abord, mais voyons rapidement, cela peut être vu du point de vue de la recherche comme un inconvénient, car rapporté en ETP, diminuant fortement le temps dédié à la recherche par le personnel de l'UMR. Mais moi, j'y vois surtout un atout, une richesse, car cette imbrication permanente par la vie au quotidien, par le partage et la construction de projets, un projet éducatif et pédagogique scientifique commun, permet à l'unité de constituer un vivier de stagiaires, de doctorants, voire d'ingénieurs d'études et de recherche. Il permet également à l'unité de valoriser, il va permettre encore, de valoriser, diffuser ses compétences auprès des futurs cadres de demain. Et ainsi, l'unité peut s'appuyer sur des formations de DUT, de licence, de master, de doctorat et de formation d'ingénieurs portées aussi bien par l'Université d'Angers que par AgroCampus Ouest. Le président de l'Université d'Angers a souligné l'importance du campus végétal angevin, dont une des caractéristiques est la mutualisation des activités entre partenaires. Du point de vue de la formation, et restons-y, il est traditionnel de citer dans ce qu'on va appeler les statistiques du pôle angevin qu'il regroupe près de 2500 étudiants qui vont du baccalauréat au doctorat. Toutes ces formations d'ailleurs étant aujourd'hui regroupées au sein de l'association Valcampus. Certes, l'Université d'Angers et AgroCampus, nous portons chacun nos propres formations sur le végétal ou plus globalement en biologie végétale, mais également en agrobiosciences. Je citerai pour AgroCampus Ouest nos formations d'ingénieurs, que ce soit ici à Angers en horticulture et en paysage, mais aussi à Rennes dans le cursus agronome. Au-delà, nous avons joué la carte de la mutualisation et de la complémentarité entre nos établissements, mais aussi à une échelle interrégionale, Bretagne, Pays de la Loire, Grand Ouest. Cette stratégie, nous l'avons construite à plusieurs niveaux, tout d'abord dans le cadre de certaines licences qui sont coportées. Nous avons surtout coporté et construit ensemble 2 masters qui sont au cœur de l'UMR-IRHS en sciences du végétal, un plutôt orienté recherche, l'autre plutôt orienté professionnel, mais je pense que demain, on est dans une approche intégrative, recherche professionnelle, donc ce fameux continuum formation, recherche, innovation. Cette stratégie partagée nous a permis de dynamiser nos différentes formations de master qui, allez, osons le jeu de mots un peu stupides, végétaient pour les rendre visibles et cohérentes maintenant au niveau du Grand Ouest et surtout avec une ambition internationale. Cet effort de structuration, qui pouvait être pensé comme une partie organisationnelle, a complètement un sens scientifique et à valeur d'exemplarité puisqu'elle a mobilisé également l'Institut national de la recherche agronomique, et je pense qu'il n'y a pas de plus belle exemplarité de co-construction, établissement d'enseignement supérieur et établissement de recherche, pour avoir construit ce master dit BioVGPA. Tous les étudiants font leur stage de master dans un des laboratoires partenaires, donc principalement, ou en tout cas notoirement, IRHS.
Le nombre d'étudiants poursuivant en thèse est élevé, renforçant là encore les liens formation-recherche. Ainsi, sur la dernière promotion d'étudiants, relevons que 16 ont poursuivi en thèse, dont la moitié dans nos unités angevines ou rennaises, 5 en France et 2 à l'étranger. Que nos étudiants partent en stage de master ou en thèse dans un laboratoire, c'est un gage de reconnaissance pour nos formations, au-delà de nos seules frontières du campus. Enfin, dernier niveau de construction et de partage, l'école doctorale VENAM, qui porte en Pays de la Loire la dimension sciences du végétal. Dans cette école complètement régionale, et où l'Université d'Angers et AgroCampus Ouest délivrent le diplôme de doctorat, chaque année, c'est de nouveaux doctorants, c'est un flux de doctorants important, et l'unité IRHS est parfaitement unité d'accueil de cette école. J'ai eu encore l'occasion ce matin d'attirer l'attention du directeur général délégué de l'INRA sur tout l'enjeu de cette école doctorale VENAM pour l'interaction et l'association de l'INRA avec cette école doctorale régionale dans les thématiques des agrobiosciences végétales. Ces structurations, ces mutualisations sont là. Ce sont de superbes outils pour aller plus loin et accroître notre visibilité. Nos formations sont certes plus visibles aujourd'hui, mais encore insuffisamment ouvertes à l'international. Donc pour terminer, je ne surprendrai personne, et bien justement, je propose que toutes les tutelles accompagnent les équipes et soutenions ces équipes dans le défi international, car si l'UMR est déjà visible à ce niveau, elle peut avoir encore de l'ambition, et notamment surfer sur la dimension formation, recherche, innovation, pour faire parler du bassin angevin sur les 5 continents. Merci Grégoire. Eh bien maintenant, la parole est au directeur de notre dernière tutelle, à savoir le directeur général scientifique de l'INRA, M. Olivier Le Gall. Prends le mien. C'est parce qu'il faut l'allumer. Mon travail a été saboté par mon prédécesseur. Je m'associe à Henri Sigers, qui est le président du centre Angers-Nantes, pour vous souhaiter tout d'abord la bienvenue sur le centre d'INRA Angers-Nantes et Jean-Pierre qui nous accueille aujourd'hui sur le campus d'Angers dans le cadre de cette manifestation plutôt sympathique. Donc quelques mots sur le centre Angers-Nantes de l'INRA. Il est caractérisé par 3 grands axes qui sont une source chacun de dialogue et de partenariat avec les acteurs régionaux, un axe agroalimentaire et matériaux et un axe santé animale qui sont tous deux plutôt développés à Nantes, et puis un axe végétal qui est plus présent à Angers. Alors il n'y a rien de complètement fixe, figé, etc. C'est plutôt développé. Caractérisé aussi par une dynamique et une attractivité relativement forte avec 4 directeurs de recherche qui ont rejoint le centre pendant ces dernières années et des effectifs globaux qui ont progressé de plus de 10% sur la dernière décennie. Dans ce qu'on inaugure aujourd'hui, c'est une grande UMR, l'UMR Unité Mixte de Recherche, Institut de Recherche en Horticulture et en Semences. C'est un nouvel institut qui est composé de plus de 200 agents, dont 170 permanents, et qui est issu de la fusion de 4 unités qui lui préexistaient, donc Saga, PMS, Génort et Pavé, pathologie végétale, et qui s'étale sur 1600 mètres de surface de type bureau, 4000 mètres carrés de surface expérimentale, etc. Et pour ce qui est de l'INRA et de son partenariat en région, c'est une structure de recherche qui est unique pour traiter les questions scientifiques en horticulture et en qualité des semences de la façon la plus efficace et à plusieurs niveaux. On rassemble des métiers complémentaires dans l'IRHS, des généticiens, des génomiciens, des phytopathologistes, des écologues des populations, des biochimistes, des écophysiologistes, des modélisateurs, des statisticiens, etc. Et on a donc capacité à intégrer, on se donne capacité par cette fusion de 4 unités d'intégrer des vrais projets de biologie intégrative sur nos modèles, sur les modèles du végétal spécialisé, on va dire de façon un petit peu générale. Il héberge de plus des ressources qui font référence, que ce soit des ressources génétiques dans le domaine du végétal ou la collection française de bactéries phytopathogènes, et je vois Marion et Perrine qui sont là. Et c'est clair que le gain de visibilité qu'on acquiert
par une grande unité de cette façon-là, un grand institut par rapport à des unités moyennes et petites, est évident dès le premier jour. Parce qu'on peut faire des groupements thématiques qui d'un seul coup donnent du poids finalement à la chose. Par exemple, un pôle rosier de 60 personnes, c'est pas pareil que rosier ornemental, c'est pas pareil que quand il est éparpillé. Un pôle fruits et légumes de 70 personnes, un pôle semences et pathogènes de 70 personnes, c'est pas pareil que quand c'est éparpillé. Donc le premier objectif de l'IRHS, on va dire, il est d'ores et déjà atteint, c'est la visibilité. Alors, si c'est pour être visible et rien en faire, c'est un peu dommage, mais voilà. Donc, est-ce qu'on fait vraiment plus de science? Donc, ça, c'est le deuxième objectif et qui est en cours d'être atteint. Parce que de par la structuration comme ça, de par ce rapprochement, ça permet la mutualisation des moyens, une meilleure gestion des plateaux techniques, des installations expérimentales, de l'équipe administrative, et ça permet de faire émerger des nouvelles questions de sciences qui étaient éventuellement en sommeil ou petitement portées par chaque équipe. Et par exemple, c'est comme ça qu'on voit des projets pour une équipe de bioinformatique qui n'étaient pratiquement pas pensables dans les différentes unités précédentes, et des projets par exemple en épigénétique. Et je me souviens que quand Jean-Pierre avait, au moment de l'évaluation par l'ARS, avait esquissé le mot pratiquement d'épigénétique, c'était presque inimaginable, et c'était il y a seulement 2 ans, alors que maintenant on se met carrément à y penser. Et hier on a eu toute une discussion avec Jean-Pierre sur la question. Donc ça, on voit d'ores et déjà, après très peu de temps comme ça, les choses émerger. Puis je pense que Jean-Pierre en parlera plus tout à l'heure. Alors, pourquoi ici? C'est parce qu'on est situé ici au cœur d'un bassin européen qui est majeur en horticulture et en production de semences. Peut-être encore plus particulièrement en production de semences d'ailleurs, et qui représente la recherche en biologie végétale en Pays de Loire. Et donc, qui porte la recherche en biologie végétale en région Pays de Loire, et notamment sur le centre d'Angers avec les partenaires que sont Agrocampus Ouest et l'Université d'Angers, les partenaires qui sont dans l'unité, puis je n'oublie pas l'ESA. Et donc ce nouveau laboratoire devient comme ça une composante majeure de la structure fédérative de recherche CASSAV. Il est partie intégrante de VGPolis, le pôle de compétitivité qui a été agréé il y a quelques années par le gouvernement, et sans oublier une collaboration aussi avec un tissu localement qui est très riche dans le domaine de l'expertise et du transfert. Et je citerai simplement le GIP GEVES à ce titre, mais il n'est pas seul. Donc le projet s'inscrit par ailleurs dans un projet d'institut du végétal qui a l'ambition de construire ici un pôle très important, on vise mondial, dédié aux productions végétales spécialisées dans les domaines de l'horticulture et de la production de semences. C'est un chantier qui devrait aboutir dans les années qui viennent, et encore plus rapidement pour son volet serre, et qui implique tous les établissements de recherche et d'enseignement supérieur publics et privés locaux. Donc cette montée en puissance du partenariat, ça se traduit par une nette progression du nombre de publications et de la notoriété des revues, mais ça on laissera l'ARS nous le dire à la fin du quinquennal et vous laisser y travailler pour le faire. Voilà. Mais d'ici là, je voudrais d'abord, en conclusion, adresser une fois de plus mes remerciements à l'UMR et à son directeur Jean-Pierre, et leur souhaiter une longue vie pleine de succès et de prospérité. Voilà. Ce à quoi l'INRA en tout cas s'attachera à y contribuer. Au service d'appui, je ne veux pas oublier les services d'appui du centre en Génante qui ont mené à bien l'ensemble des opérations qui sont liées à ce projet et qui n'ont pas fini de le faire. Et la création d'une grande unité comme ça questionne obligatoirement les services d'appui, ça questionne leur pratique. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi et qu'on a tendance à oublier parfois. Au service des communications des partenaires qui ont organisé cette manifestation. Et puis une fois de plus, donc à tous les partenaires de l'Institut, et puis à vous tous et à vous toutes, merci. Merci Olivier. Nous accueillons maintenant Monsieur le maire d'Angers, Frédéric Beatz. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, permettez-moi, pour gagner un peu de temps, de tous vous saluer dans vos grades et qualités. Je sais que la salle est ici remplie de personnalités du domaine de la recherche, de l'enseignement supérieur,
que vous soyez tous salués, élus, chercheurs, enseignants, étudiants, pour le rôle que vous jouez, que nous jouons tous ensemble pour faire d'Angers, et l'événement qui nous rassemble aujourd'hui en est une fois de plus une preuve, la capitale mondiale du végétal. Alors, pour commencer, je voudrais excuser Jean-Claude Antonini et Daniel Raoul, qui sont pris par des engagements pris antérieurement et qui m'ont demandé de vous livrer devant vous l'attachement de l'agglomération à la recherche, et tout particulièrement ici aujourd'hui à la recherche dans le domaine du végétal. Et c'est avec plaisir que j'ai accepté de vous livrer ce message, car comme eux, j'ai la profonde conviction qu'Angers et son agglomération ont une ambition naturelle pour le végétal. Et la création de ce label, de ce laboratoire, participe d'une reconnaissance européenne et internationale sans cesse plus forte de l'excellence angevine dans le domaine du végétal. Alors, aujourd'hui, c'est, je le disais tout à l'heure, une étape de plus de franchie pour rendre la recherche angevine plus lisible de l'extérieur et renforce notre position de leader. Et les opportunités de travail en commun, rendues possibles par la création de l'Institut, permettront de créer une émulation et un partage des idées de nature à décupler les résultats de recherche. Je voudrais donc souhaiter tous mes vœux de réussite aujourd'hui à Jean-Pierre Renoux, à l'ensemble de ses équipes, pour cette nouvelle étape. Et puis, ce nouveau laboratoire, cela a déjà été dit, n'est pas inscrit dans un monde, dans un territoire vide de toute ambition. Dans 2 ans, vous dira sans doute le représentant de la maîtrise d'ouvrage, un écrin verra le jour pour favoriser ces synergies au sein du futur Institut du végétal. Il s'agit là d'une ambition de tout le territoire, de toutes les collectivités, de tous les acteurs rassemblés pour inscrire au niveau du contrat de plan État et région un investissement fort, puisque c'est un projet de 20 millions d'euros au total, soutenu par l'État et par l'Europe, et qui mobilise 4,4 millions d'euros pour nos collectivités. C'est bien la marque de cet attachement de notre territoire au végétal. Et puis, au moment où le débat autour de la recherche, autour des universités, connaît quelques remous, quelques débats forts, je voudrais rappeler l'investissement très fort d'Angers-Loire Métropole à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, qui représente 7,7 millions d'euros par an ces 4 dernières années. Alors, une partie importante de ces aides bénéficie au secteur du végétal, qu'il s'agit d'immobilier, d'équipements de plateaux techniques mutualisés, de fonctionnement et de soutien au pôle de compétitivité Végépolis et de ses centres de transfert, soit 1,9 million d'euros par an. Cette ambition, nous l'avons également du côté de la ville d'Angers, parce que notre ville doit devenir demain, encore plus fortement qu'aujourd'hui, la vitrine du végétal à Angers, montrer que nous avons l'ambition de valoriser la filière angevine du végétal. Un certain nombre d'actions ont été engagées. Je vais en citer 2 pour gagner un petit peu de temps. Le troc de plantes au mois d'avril, pour permettre aux Angevins de découvrir et de troquer un certain nombre de plantes et d'ouvrir le grand public vers le végétal. Et puis cet été, la végétalisation de la place du Ralliement avec un jardin éphémère pour affirmer la vocation horticole, paysagère du territoire, la place du végétal, faire connaître nos savoir-faire au grand public, aux touristes, puisque la place du Ralliement est particulièrement fréquentée pendant l'été. Ce sera un moment estival symbolique de cet ADN, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est le nôtre. Voilà, mesdames et messieurs, rapidement, comment, à travers cet éventail d'actions, se traduit l'ambition naturelle d'Angers pour le végétal. Merci. Bon, eh bien, la ville, après la ville, on monte d'un cran. On va accueillir le vice-président du Conseil général, monsieur Michel Mignard. Merci. Je vais faire comme toi, Frédéric. Je crois que je vais raccourcir et dire
tout simplement. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous au nom du président du Conseil général, Christophe Béchu, qui est retenu aujourd'hui au Sénat. Et il m'a demandé de le représenter et je vous remercie de bien vouloir l'excuser. L'inauguration de l'UMR-IRHS nous donne l'occasion de nous rappeler combien la longue tradition universitaire en juillet a toujours contribué aux activités de la recherche. Désormais doté de cet outil, l'Anjou se veut davantage encore à la hauteur des ambitions des chercheurs. Depuis longtemps, le Conseil général soutient les travaux de l'INRA et ses recherches sur la génétique pour lutter contre les maladies et les parasites. En Maine-et-Loire et en particulier à Angers, toutes les énergies se rassemblent pour démultiplier les efforts, les forces et transformer les idées et les connaissances en innovation. C'est essentiel. Les acteurs du végétal ont bien compris l'intérêt de travailler ensemble et l'INRA peut se féliciter d'avoir des partenariats permanents pour créer de l'innovation. Par la volonté concomitante d'Agrocampus Ouest, de l'Université d'Angers, de l'INRA, l'installation de l'UMR-IRHS témoigne d'une cohérence forte autour de l'horticulture et de la production de semences. Alors, messieurs, permettez-moi de saluer cette volonté commune. Je veux dire à toutes et à tous ici présents, au nom du Conseil général, notre confiance et notre soutien, ainsi que notre détermination pour vous accompagner. En 2002 se tenait à l'hôtel du département une exposition qui s'intitulait « Le végétal en Anjou, 100 ans d'innovation ». André Lardeux, alors sénateur et président du Conseil général, rappelait déjà à cette époque que la qualité doit être au cœur d'une agriculture économiquement viable et écologiquement exigeante. Plus que jamais, il me semble important de réaffirmer ce précepte qui s'applique tout autant à l'horticulture et à la production de semences. Et puis, en 2003, Roselyne Bachelot-Narquin, alors ministre de l'Environnement, ne s'y était pas trompée. Elle voyait juste pour l'avenir de notre département. Elle avait souhaité la tenue ici, en Anjou, d'un sommet du G8 des ministres de l'Environnement et avait exprimé le vœu de voir le Maine-et-Loire et Angers devenir une, voire la capitale européenne du végétal. Il est vrai que nous avions déjà depuis longtemps de solides références, de sérieux atouts et quelques titres à faire valoir, comme celui du premier département de France en matière de production horticole. Son vœu se réalise. Oui, l'Anjou est devenu un pôle d'excellence pour le végétal et les biotechnologies, reconnu sur le plan européen et sur le plan international. Cette excellence trouve son origine dans la symbiose de forces vives, la recherche, l'enseignement supérieur, les entreprises. Il est dans la tradition politique, culturelle française de tendre à l'universalité et l'Anjou ne se dérobe pas à cette ambition pour le végétal. En 2007, le contrat de plan État-région 2007-2013 a acté la création du campus du végétal et nous pouvons tous nous enorgueillir aujourd'hui que l'INRA Angers-Nantes, Agrocampus Ouest et l'Université d'Angers portent ensemble la recherche en biologie végétale en Pays de Loire. Le département de Maine-et-Loire assure la construction de l'Institut du végétal pour héberger les chercheuses et les chercheurs, mais aussi des laboratoires et la maison du végétal qui accueillera notamment Végépolis. Il investit globalement plus de 8 millions d'euros sur ce campus qui fait l'objet de cofinancement, comme tu l'as rappelé Frédéric, et qui, avec 4 projets et plus de 33 millions d'euros, a vocation à devenir un levier d'innovation pour la recherche et le développement économique de la filière végétale. La recherche fondamentale est ainsi confortée par la création d'une synergie de ressources et une optimisation des moyens. Les sciences du végétal devraient prendre une nouvelle dimension avec le rassemblement sur un seul site de l'ensemble des personnels impliqués dans les équipes de recherche et l'intégration des outils nécessaires au développement des projets d'innovation des professionnels. Je forme le vœu que cette forme de collaboration soit des plus fructueuses et que les partenariats multiples qui se créent soient de belles réussites. Goûtons notre plaisir d'œuvrer ensemble et souhaitons que cette collaboration n'ait de cesse de se développer. Le Conseil général se félicite du travail qui est mené en ce sens et c'est pour moi l'occasion d'exprimer au nom du département une réelle satisfaction. Merci.
Bien, maintenant, nous accueillons le vice-président de région, M. Dominique Tremblay, spécialiste de la commission économie et innovation. Spécialiste, pas aussi spécialisé que certains ici. Bien, mesdames, messieurs, monsieur le président de l'INRA, messieurs les directeurs et présidents d'école, messieurs, chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, c'est un réel plaisir que je suis parmi vous pour représenter Jacques Auxiette. Donc, vous le remarquerez, c'est une posture régionale, donc jusqu'ici chacun a joué son rôle dans sa posture, les directeurs d'école, la ville, le département et bien évidemment la région a un rôle tout à fait complémentaire qui ne se substitue pas aux uns et aux autres. Il y a eu la maîtrise d'ouvrage pour porter les grands projets, Nantes Angers Agglo qui accompagne l'université et les projets structurants. La région des Pays de la Loire, bien évidemment, regarde de très près et tient à féliciter les représentants de l'INRA d'avoir maintenu ces unités qui se sont regroupées sur le site d'Angers, des unités de recherche fondamentale qui, je crois, est restée la seule parmi les autres expérimentatrices. Donc nous tenons à saluer au niveau de la région cette volonté de maintenir cette unité mixte de recherche sur le site d'Angers. D'autant plus que cette unité de recherche met en évidence tout le savoir de l'INRA sur la génomique. Alors bien naturellement, ce travail, nous le regardons d'une façon très attentive puisqu'il fait part aussi d'une des réflexions de la région des Pays de la Loire en ce moment sur le nouveau projet du schéma directeur de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation qui porte sur 2014-2020, pardon, et que naturellement, pour nous, c'est extrêmement important parce que cette naissance de l'IRHS porte la volonté d'une structuration. Et lorsqu'on se dit structuré, eh bien, c'est pas uniquement assembler des acteurs, regrouper pour faire des économies d'échelle, mais véritablement pour adopter une véritable attitude nouvelle. Et c'est en quoi le travail actuel de la région des Pays de la Loire sur le nouveau schéma de l'enseignement supérieur de la recherche marque une deuxième étape qui, quelque part, tourne la page d'une histoire ancienne, d'une cinquantaine d'années sur lequel, effectivement, on était parfois habitués à travailler les uns et les autres dans des logiques tubulaires, chacun ayant bonne conscience des questions qui sont posées et des objectifs qu'il faut atteindre en apportant des réponses, et que maintenant, véritablement, cette notion de logique plus intégrative, cette notion, ce que j'évoque dans le nouveau schéma d'une deuxième étape, nous paraît extrêmement important parce qu'elle appelle à se rassembler pour faire face à des questions relativement importante, avec des contraintes de ressources financières, des contraintes d'environnement, des contraintes nouvelles de la part des consommateurs, et que tout ceci s'opère dans une compétition nationale forte sur des demandes des entreprises relativement fortes. C'est pas pour moi le petit mot, non. Ah non, je croyais qu'on me disait allez pas trop vite, donc ils vont me perturber. Et que ce contexte, naturellement, oblige les politiques publiques à adopter des nouvelles postures. Et ce deuxième schéma de la région des Pays de la Loire vise naturellement à adopter cette notion du triangle, comme on a dit, c'est un nouveau langage, ce triangle de la recherche, de la formation et de l'innovation. Alors naturellement, ceci dit, il nous faut absolument sur ces sujets ne pas rester dans le débat, mais plus dans l'action. Et c'est en quoi, effectivement, la compréhension entre les acteurs les uns et les autres, sommes bien d'accord sur le fait qu'il ne faut pas structurer sous la forme d'organisation, mais structurer des actions autour des projets. Je crois que ça, c'est extrêmement important, c'est ressorti lors d'entretiens de l'INRA, et que ces logiques de recherche, d'innovation et de formation, véritablement, puissent permettre aux entreprises de pouvoir poser les questions qu'elles ont à résoudre. Alors naturellement, ceci pose la question, mais comment peut fonctionner ce triangle recherche, formation, innovation? Eh bien naturellement, ce qu'il faut mettre en face, c'est les objectifs et comment évaluer cette notion de recherche. Correspond-elle aux objectifs de la profession? Le site d'Angers est-il opérationnel ou pas? Comment, sur ces questions d'innovation, peut-on les inciter, et comment les grandes écoles, et on l'a vu ce matin dans une réunion technique, puissent engager
des travaux sur les formations nouvelles, sur les profils, sur les étapes nouvelles de l'apprentissage ingénieur, enfin toutes les nouvelles formations qui pourraient permettre aux uns et aux autres de faire que notre région des Pays de la Loire puisse permettre ce continuum très efficace de la recherche, de la formation et de l'innovation et faire que notre région devienne, et ceci dans les ambitions de la région, devienne véritablement quelque part un pôle translationnel européen. Alors, tout ce travail, naturellement, est un défi. Est un défi parce que d'autres régions d'Europe, d'autres régions du monde ciblent le végétal comme un atout pour les régions. Et que ceci, il faut le prendre en compte et que c'est tout le travail à l'international que, évidemment, la notion du triangle devra permettre demain de pouvoir apporter et donner des réponses à l'ensemble des acteurs de la région des Pays de la Loire. En tout cas, c'est le vœu que l'on souhaite que ce travail collectif puisse apporter, avec cette façon intégrative, eh bien, tout simplement une efficacité dans la recherche de nouveaux produits pour la région, pour le plus grand bonheur des habitants, de la valeur ajoutée, et que naturellement puisse permettre à notre région de diversifier, de spécifier ses produits de façon à ce que sur le marché, nous puissions apporter une valeur ajoutée aux produits des entreprises. Voilà en quelques mots ce grand travail que nous engageons, ce défi pour la nouvelle période à venir. Et je remercie tout simplement les acteurs et les chercheurs qui sont autour de ces projets de façon à ce qu'ils accompagnent le développement de notre région des Pays de la Loire. Et l'Anjou, naturellement. Bien, après toutes ces interventions, je tiens une fois plus à remercier et les 3 tutelles et les collectivités, depuis la ville jusqu'à la région, qui montrent leur soutien indéfectible au végétal en Pays de Loire. Et notre commission AERS, d'ailleurs, ne s'y était pas trompée, puisqu'ils avaient dit que c'était quand même un des points forts de cette structuration et que c'était un des éléments clés qui pouvaient nous mener au succès. Donc, encore une fois, je vous remercie tous. Il est d'usage pour une inauguration que l'on fasse une petite présentation. Donc, je vais vous faire une présentation assez courte, j'espère, du laboratoire. Et comme c'est un peu compliqué pour nous de vous faire visiter les laboratoires après, nous allons vous passer une petite vidéo que nous avons réalisée pendant l'été afin que vous puissiez visiter les laboratoires tout en restant assis sur votre siège ici. Ça sera beaucoup plus court. Cette vidéo, d'ailleurs, est sur notre site web. Et puis, on la vise également sur YouTube. Donc, vous pourrez même la faire partager à vos amis. Alors, l'Institut de recherche en horticulture et semences, donc une UMR, comme vous l'avez pu le constater, sous les tutelles de l'INRA, d'AgroCampus Ouest et de l'Université d'Angers, est issue en fait de la fusion de 4 UMR issus de la même tutelle. Donc pas de changement de structuration de ce côté-là. Elle est intégrée dans la SFR CASSAV pour qualité et santé du végétal spécialisé. Ça veut dire qu'on travaille sur la qualité et la santé du végétal spécialisé. Et ça se dérive, pour donner une idée un peu plus précise, puisqu'on ne peut pas travailler sur toutes les espèces horticoles, sur 3 pôles, rosiers et quelques autres espèces ornementales, un pôle fruits et légumes, sachant que fruits chez nous ça veut dire fruits à pépins, et les semences et les pathogènes qu'elles transportent. Avec des mots-clés en dessous, qu'on peut voir comme architecture, floraison, qualité organoleptique, diversité génétique, durabilité des résistances, écologie évolutive des pathogènes, conservation et qualité germinative, métagénomique microbienne et émergence des maladies. Une fois qu'on a dit à peu près ces mots-clés-là, bien sûr, on a oublié quelques détails, mais ça nous précise encore un peu mieux le contexte des travaux à Angers. Maintenant, pourquoi un grand laboratoire ligérien sur le végétal, puisqu'on vient de dire que début 2012, on a décidé de fusionner les 4 unités précédentes. Ce qui vient en premier à l'esprit, c'est une meilleure visibilité qui s'appuie, bien sûr, comme on l'a dit, sur une forte cohérence territoriale, tant du point de vue lien recherche-formation, parce que la cohérence forte avec des formations en végétal, avec
Agrocampus Ouest, forcément, l'Université d'Angers, et puis au sein de la SFR, et puis avec l'innovation, puisque nous sommes membres du pôle de compétitivité Gépolis, avec qui forcément nous travaillons la main dans la main. Cette meilleure visibilité, elle est acquise grâce à des masses critiques assez importantes. Donc vous voyez que si on fait le compte, des 107 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, plus les 82 techniciens, quelques post-docs et des doctorants, ça fait à peu près 230 personnes auxquelles il faut ajouter les étudiants qui circulent régulièrement dans les laboratoires, parce qu'on a beaucoup de stagiaires également. Tout ça, ça permet quoi? Ça permet une synergie, un renforcement des compétences, et puis, bien sûr, ça favorise aussi un recentrage et une clarification des projets. Et ça nous a permis une organisation, vous venez de le voir, en 3 pôles dirigés sur des filières, mais surtout, le plus important, en pôle pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on n'a plus une unité de pathologiste, une unité de généticien, une unité d'écophysiologiste, mais des gens qui rassemblent leurs compétences pour adresser une question biologique donnée. En termes de domaine de compétences, j'ai essayé de les résumer en 5 mots-clés. Génétique, génomique, puisque maintenant on ne fait plus trop bien la différence entre les deux. Physiologie et biochimie. Phytopathologie, écophysiologie et modélisation. Et puis, statistique et bioinformatique, ce dernier pôle n'étant pas celui où on a le plus grand nombre de forces, mais qui commence à devenir significatif et qui est très important pour nous également. Wow. Comment avons-nous choisi de nous organiser? Eh bien, de façon peu originale quand même, hein, avec un collège de direction, avec des directeurs adjoints pour chaque tutelle, et puis quelques autres collègues qui nous aident, notamment dans le pilotage des pôles ou de l'animation scientifique. On a 13 équipes de recherche, sachant que à partir de septembre 2013, on aura une petite équipe qui va naître, une équipe bioinformatique. Ça aussi, c'est une plus-value de la structuration en grand laboratoire. Ça nous a donné les capacités de dire, tiens, on a des forces un peu dispersées, on va les réunir pour qu'elles travaillent ensemble, pour qu'elles soient plus efficaces. Et ce qui nous donne également de la lisibilité pour notamment répondre à des appels d'offres. Évidemment qu'une unité de 30 personnes ne peut pas faire ça. Des ressources mutualisées, bien sûr, à côté des équipes de recherche, très importantes, hein, l'équipe administrative, que je ne remercierai jamais assez pour son dévouement. Hein. Il faut se rappeler que ces gens-là sont au service de tout le monde tous les jours. Ils ne font pas un travail facile et bien, ils le font du mieux qu'ils peuvent et ça marche plutôt bien. Une équipe en charge des installations expérimentales qui eux non plus n'ont pas un travail facile, comme toutes les équipes mutualisées. Hein. Tous ces gens sont le service public et sans service public, on sait très bien qu'un pays ne va pas bien. Une plateforme Ibiza, qui est la collection française de bactéries associées aux plantes, et deux centres de ressources biologiques, rosacées et carottes, qui sont dans l'attente d'une labellisation Ibiza. Puis quelques plateaux de la SFR que nous hébergeons, un plateau d'imagerie, un plateau d'analyse des acides nucléiques, mais que j'ai appelé génomique, ça va plus vite là. Un plateau qui est une émanation de la CFBP qui permet de diffuser des souches de micro-organismes. Et puis un plateau de phénotypage qui en fait a vocation pour nous à devenir une plateforme. Donc à prendre une autre dimension. Et sachant que le phénotypage à Angers, c'est pas une concurrence du phénotypage à Montpellier ou à Dijon, puisque c'est spécialisé sur des questions un peu particulières qui sont le phénotypage de la germination des semences et puis les interactions hôtes pathogènes. Donc encore une fois, on a dérivé nos spécificités ici. Une animation scientifique commune qu'on a mis en place dès le début et qui regroupe, d'après mes petits calculs, entre 40 et 56% de participation. Mes collègues directeurs d'unité me disent que c'est très bien. Moi, je trouve que c'est pas suffisant, mais au moins, on voit là le début d'une cohérence quand même. Même si on peut considérer que ça, c'est en développement, et notamment, nous sommes en train de monter petit à petit d'autres types d'animations, notamment à l'intérieur des pôles ou plus thématiques, des journées, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place, même si depuis un an, bon, on a déjà commencé à démarrer des choses. Des groupes de travail collectif, forcément, qui s'intéressent à la prévention, des gens qui maintiennent notre site web,
des gens qui réfléchissent à la façon de mettre en place l'assurance qualité recherche, sachant qu'on a la chance de pouvoir, en mois de septembre, avoir une ingénieure prévention qualité qui va rejoindre notre unité et qui est encore une fois une chance assez importante que nous avons, puisque beaucoup d'unités de la même taille n'ont pas cette chance-là, et ça va nous permettre de passer un cap supplémentaire dans ces domaines-là. En termes de budget, hors salaire public, parce qu'effectivement, on a toujours tendance à oublier les salaires publics, évidemment, si je mettais les salaires, ça ferait 12 millions d'euros, enfin entre 11 et 12. Hors salaire public, c'est-à-dire le fonctionnement, les petits investissements qu'on fait, et puis les contractuels, ça fait aux alentours de 2,4 millions d'euros par an, sachant que la plus grosse partie vient effectivement de contrats de recherche. Les contrats de recherche pouvant venir des tutelles, hein, mais n'étant pas donc un financement récurrent. Alors, un point particulier, oui, on a été un petit peu des précurseurs là. D'ailleurs, je ne sais pas si l'INRA va continuer. La délégation globale de gestion a été donnée à l'INRA. Donc ça a un avantage, il y a un seul budget à gérer. Voilà, bon, après... ça peut être compliqué, ça fait beaucoup de boulot à faire, mais bon. Le management, on va dire qu'on est à peu près en management mode projet, même si ce n'est pas tout à fait exact. Si on parle projet, eh bien aujourd'hui, c'est quoi? On est acteur dans de 4 projets européens, dont deux qu'on coordonne, hein. Donc d'assez grosses opérations. On a 3 projets ANR, on a des projets d'investissement d'avenir, on a beaucoup de projets bilatéraux internationaux, qui sont de moins grosse importance, des projets FUI, pas mal de projets nationaux, que ce soit par CTPS, Ibiza, bref, beaucoup de projets régionaux. J'ai mis supérieur à 10 parce que j'ai un peu de mal à trouver exactement le chiffre précis, entre ceux qui tournent encore un peu, ceux qui sont déjà finis, ceux qui viennent de commencer. Et puis, ce qu'il faut noter, pas mal de projets aussi de collaboration avec des entreprises privées. D'ailleurs, nous hébergeons des agents privés dans le cadre de collaboration avec des groupements d'entreprises. Alors, quand même, un peu de recherche. J'ai pris quelques illustrations que, évidemment, je n'ai pas pu tout montrer aujourd'hui. Donc, j'ai fait un choix, hein, que des résultats qui ne sont pas montrés soient pardonnés. Hein. Peut-être que dans d'autres présentations, je pourrais en montrer un peu plus. Si je commence par le premier pôle qu'on a appelé Rosier ornemental, regroupe 2 équipes. Une animée par Souleymane Sacre, qui est une équipe qui s'intéresse à la biologie intégrative de l'architecture de la plante, et une autre équipe plutôt déterminisme génétique et diversité, animée par Fabrice Fouché. Ces gens-là regroupent les compétences donc d'écophysiologistes, de généticiens, de physiologistes et de modélisateurs. Et bon, j'ai pris 2 exemples là de résultats récents qui permettent de voir un petit peu les sujets sur lesquels ces gens travaillent. C'est par exemple le clonage du gène contrôlant la remontée de la floraison chez la rose, où l'équipe a pu montrer que en fait l'inhibition d'un gène appelé ROKSN, hein, par l'insertion d'un rétrotransposon permet chez des mutants qui remontent de lever une inhibition de floraison après la première floraison du printemps. Et en fait, l'identification de ce gène permet après d'aller suivre ça dans les programmes de sélection. Et en poursuivant ça, maintenant, ils ont décortiqué un peu le mécanisme en montrant que ce gène lui-même est contrôlé par les gibérellines. Un autre aspect du travail qui est lié plus à l'architecture de la plante est la caractérisation du rôle de la lumière et des sucres dans le débourrement du bourgeon. Ce qui est assez original puisque ça ne se passe pas comme ça dans d'autres espèces où le débourrement a été travaillé. Et donc on a là affaire à un modèle, le modèle Rosier, qui est assez particulier, où donc en suivant par exemple le rôle de l'invertase, le niveau d'expression de l'invertase vacuolaire, avec différents stimuli, on a pu montrer effectivement l'action coordonnée des sucres par leur rôle de signalisateur et de la lumière. Si on regarde ce qui se passe du côté du pôle fruits et légumes, là on a un peu plus d'équipes, une équipe travaillant sur la qualité des fruits animée par François Laurence, une équipe qui travaille plus sur la valorisation de la diversité génétique, toujours animée par François Laurence. Et puis une autre partie du pôle qui travaille sur la résistance des maladies aux bioagresseurs des pomoïdés, animée par Charles-Éric Durel, et une équipe de phytopathologistes
travaillant sur l'écologie évolutive des champignons phytopathogènes, animée par Bruno Lecam. Et enfin, l'autre partie du pôle, c'est une équipe animée par Mathilde Briard qui travaille sur la carotte, sur des aspects à la fois de qualité et de résistance. On voit, c'est le pendant, mais il n'y a qu'une seule équipe. Alors, pour prendre quelques exemples, on a par exemple des travaux qui ont pu montrer, dans la foulée de tous les travaux des généticiens qui ont été faits à Angers ces derniers temps, toutes ces années en lien avec les collègues phytopathologistes, l'impact de la pression exercée par le génotype, des différents génotypes qui ont différentes souches de résistance sur l'évolution du pathogène et comment on interprète ça pour orienter les stratégies de sélection. Et ces gens ont mis en évidence le fait que pour développer des bonnes stratégies, il faut absolument connaître les deux joueurs du système. Pas seulement introduire des résistances dans l'autre, et notamment aussi voir comment le pathogène évolue. Et notamment, à terme, on arrive à l'idée de ce qu'on appelle le pyramidage des résistances, parce que effectivement, les pathogènes sont multiples en termes de diversité génétique. De la même façon, les pathologistes ont piloté, dans le cas du projet Vensec, le séquençage du génome de ce champignon qui est Venturia inequalis, l'agent de la tavelure du pommier, et ont pu montrer notamment le développement de certaines zones dans ce génome par des acquisitions de mutations, des zones dites atériches, riches en adénine et thymine. C'est des choses assez spécifiques du génome des champignons et sembleraient liées à l'acquisition de la pathogénicité. Donc maintenant, ils commencent à développer des projets pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, notamment la présence d'effecteurs dans ces zones, et d'essayer de comprendre la fonctionnalité de ça. De la même façon, la tavelure n'est pas le seul agent pathogène du pommier. Il y a aussi une bactérie dramatique qui s'appelle Erwinia millovora, c'est l'agent du feu bactérien. Et une autre partie des équipes a pu montrer, par exemple, décortiquer les mécanismes qui permettent à des hôtes résistants, notamment par exemple ici le cas d'Everest, de contrôler un petit peu la réponse de la bactérie, notamment via l'hydrolyse de florizine, qui après va pouvoir attaquer lui-même ces bactéries en retour. Donc vous voyez un certain nombre de résultats qui, pour la plupart, ont fait l'objet de publications ou qui, comme celle du séquençage du génome, ne saurait tarder à être publiée. Je regarde Bruno, je ne sais pas où il est, ça devrait bientôt sortir. Pour continuer, si on regarde sur les aspects qualité, on a pu également montrer avec des développements récents, comme sur le pommier, on a accès maintenant à la séquence complète du génome. Ça permet de regarder des tas de choses qu'on n'aurait pas imaginées avant. Et par exemple, on a pu mettre en évidence quelque chose qui était un peu surprenant, qui dépasse très probablement l'intérêt du pommier, c'est l'importance de ce qu'on appelle le transcriptome antisens, puisque l'ADN a deux brins. En fait, on a pensé pendant longtemps qu'il n'y en avait qu'un seul qui travaillait, en fait l'autre aussi. Et quand les deux travaillent en même temps, eh bien, ça contribue à des inhibitions qu'on appelle des inhibitions post-transcriptionnelles. Et il semblerait qu'on ait un peu sous-estimé ce genre de choses. En tout cas, on a montré en évidence, on a montré que chez le pommier, ça concernait plus de 2/3 des gènes transcrits, avec des différences entre les organes, et probablement qu'on a là affaire à des phénomènes qu'on a vraiment sous-estimés. Et là, sur le graphe, on montre à un moment donné que, en fait, la quantité de petits ARN qui sont un indicateur de l'extinction des gènes à cause de ce phénomène est directement proportionnelle, effectivement. On le voit dans les courbes de bleu à rouge, avec le niveau de transcription antisens, c'est-à-dire que plus on a d'antisens, plus on inhibe la transcription, enfin plus on fait une production de petits ARN qui éteignent le transcrit. Et puis, comme je parlais de qualité, la qualité chez les fruits, c'est la qualité de la pomme. Et la qualité de la pomme, ça veut dire la texture de la pomme. Alors ça a commencé par des approches de type gène candidat, qui ont été publiées il y a quelques années, où on commençait à
les chercheurs ont commencé à montrer l'importance de certains gènes. Et puis maintenant, on est parti sur des approches au débit où ça nous permet de faire des vraies cartes pour identifier les gènes responsables de défauts de texture des pommes, qui sont les phénomènes les plus importants pour les consommateurs, et notamment à établir des liens entre les gènes de paroi et les gènes de signalisation et défense pour essayer de comprendre un peu les réseaux qu'il y a derrière. De la même façon, les collègues travaillant sur la carotte, j'ai pris un exemple ici sur les aspects résistance aux pathogènes, ont commencé à décortiquer les causes de résistance partielle à un pathogène majeur de la carotte, qui est Alternaria dossi, et ont pu montrer comme ça que certaines phytoalexines, la méthoxymédéine et le falcariandol, seraient responsables en fait sont responsables de la différence de comportement de certains génotypes. On voit en rouge et en vert, plus ou moins sensibles à cet alternaria. Il n'y a pas de résistance complète à Alternaria aujourd'hui, mais le fait d'identifier des molécules qui ont un rôle dans cette sensibilité permettent peut-être d'envisager des nouvelles stratégies de sélection dans la carotte. Alors, si on passe aux recherches qui sont conduites par le troisième pôle a encore un petit peu plus d'équipes. On a 2 équipes de phytopathologistes, une animée par Marie-Agnès Jacques qui travaille sur les bactéries, une autre qui travaille sur les champignons phytopathogènes, animée par Pascal Poupard, et puis 4 équipes de physiologistes animées par David Macherel, qui travaille plutôt sur les mitochondries, une animée par Julia Buting, qui travaille sur la conservation des semences et tolérance à la dessiccation, une équipe animée par Béatrice Tolamera, appelée Biologie de la germination et émergence de la plantule, qui dit bien le sujet, et la dernière équipe animée par Anis Limami, qui travaille sur les relations entre l'azote et la réponse de la plantule en lien avec des stress que la plantule peut rencontrer au moment de la germination. Alors quelques exemples à nouveau, par exemple la mise en évidence de la réponse UPR. UPR, c'est pour Unfolding Protein Response. Il s'agit du contrôle de la maturation des protéines dans le réticulum endoplasmique, dans la virulence des pathogènes. Et le fait d'identifier des points critiques de la biochimie du pathogène dans sa virulence permet éventuellement de trouver des inhibiteurs pour lutter contre ces pathogènes. Donc des choses extrêmement prometteuses pour le contrôle de ces pathogènes qui sont notamment transmis par les semences, ou des questions d'études par des études phylogéniques de tous les génomes de bactéries, notamment dans le genre Xanthomonas, qui permettent d'étudier les transferts de clusters de virulence pour voir comment on va avoir des émergences de nouvelles virulences, puisque ces populations sur les semences vivent tout ensemble et quelquefois joyeusement se promènent des clusters de gènes comme ça, et puis on voit apparaître éventuellement des nouvelles virulences. Il y a toutes les études de génomique faites sur ces bactéries permettent de comprendre et d'anticiper ces nouvelles émergences. Si on regarde du côté de la plante, des petits exemples, la localisation subcellulaire de protéines LEA pour late homogenesis abundant, des protéines dont on suspecte qu'elles ont un rôle très important dans la dans la possibilité de la graine de supporter la dessiccation. Et donc le premier travail pour commencer à les étudier et de voir où elles s'expriment. Et donc cette équipe a pu localiser la plupart de ces protéines, que ça soit dans les mitochondries, dans les plastes, dans le réticulum ou voire dans les noyaux pour quelques-unes. Et donc ouvre ainsi à la voie la compréhension de leurs mécanismes, parce qu'on ne sait pas tout, on sait pas très bien comment elles fonctionnent, même si on le sait qu'elles sont importantes.
ou à nouveau par des approches de type haut débit pour comprendre un petit peu les gènes qui sont responsables de l'acquisition de la tolérance à la dessiccation et de la longévité des graines dans le médicago. Donc des approches de transcriptomique qui ont permis à l'équipe d'établir des réseaux de gènes. Vous voyez tous ces petits points là avec des flèches, des barres entre eux qui montrent un petit peu comment les gènes sont reliés entre eux, leur expression, et puis après d'identifier, par exemple, des cibles de facteurs de transcription et de voir après comment, sur des graines mutées pour ces gènes, elles se comportent, et de confirmer ainsi l'importance de ces gènes-là dans l'acquisition de cette tolérance à la dessiccation et la longévité. Ou, encore une fois, par des approches là plus de type biochimique, le lien entre l'activité de protéines appelées MSR, nous sommes sur des protéines impliquées dans la production de formes actives d'oxygène, et la capacité germinative, qui ont conduit en 2013 à la publication d'un très beau papier sur CNAS. Et enfin, pour terminer avec ce pôle, des liens établis par la dernière équipe entre l'azote et la perception du stress dans la germination, avec un certain nombre de publications derrière, en lien bien sûr avec les hormones qui relient ça, c'est-à-dire l'acide abscisique. Et là on est passé de l'acquisition de la tolérance à la dessiccation à la graine jusqu'à la plantule, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour de la graine pour essayer de comprendre ça, et enfin pour chercher donc des marqueurs éventuellement qui seraient prédictifs de la qualité des semences. On voit donc bien que les gens qui travaillent sur les semences chez nous ne travaillent pas sur la semence en tant qu'aliment, c'est pas le remplissage du grain de blé pour faire du pain, c'est la semence pour le producteur qui va semer des graines dans son champ, parce que c'est important que les semences germent. Sinon, évidemment, le producteur est déçu à la fin. Alors, j'ai presque terminé, même si je sais que mon directeur n'aime pas trop les notes AERS. Sur quelle base on a commencé? On a eu un rapport AERS, une évaluation en janvier 2011, donc finalement un an avant qu'on commence. Bon, on s'en est plutôt pas mal sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ces notes-là? Ça veut dire que finalement, on nous a fait confiance. On nous a fait confiance sur un projet. Alors, j'ai pas pu résister. Vous allez me dire que c'est un peu de la facétie de voir que dans l'appréciation globale, ça commençait comme ça. The project is globally excellent. Par contre, sur la fin, je suis un peu plus dubitatif. No difficulties are anticipated here. Bon, mais donc des difficultés, il y en a. Il y en a toujours. Il y en avait. C'est compliqué à mettre en place. Mais il y a, comme je vous ai dit à un moment donné, il y a un vrai début de cohérence. Bien sûr, il y avait des faiblesses et des menaces. Alors la première faiblesse, c'était une dispersion géographique. C'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir vous faire promener dans tous les laboratoires, là, parce qu'on est répartis un peu partout. Alors ça n'aide pas à constituer une cohérence. Alors évidemment, on a la solution à ça, mais il faudra attendre un petit peu, parce que c'est un peu compliqué de construire des bâtiments, ça ne vient pas tout seul. Donc on aura ce fameux campus du végétal qui doit arriver, qui va arriver avant la fin 2015, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est plus possible que ça arrive après. Voilà. Et j'ai résumé le reste parce que ça parlait quand même un petit peu de science, il y avait des recommandations. Poursuivre l'intégration des équipes, clarifier les projets, c'est-à-dire aller encore plus loin dans la cohérence. Ça, c'est quand même le phénomène important, et c'est plus là-dessus que nous, on peut jouer. Évidemment, la construction du bâtiment, ça nous dépasse. Voilà. Un petit exemple quand même pour un petit peu montrer où est-ce qu'on en est en termes de production. Bien sûr, la majorité de nos productions, ça reste les publications scientifiques. Et en 2 ans, 160 quand même, ce qui n'est pas ridicule. Et je dirais à Grégoire que finalement, les enseignants-chercheurs font de la recherche à 50%, mais ils produisent bien quand même. Donc c'est un plus important pour l'unité, dont 44% avec un impact facteur supérieur à 4. Alors on peut progresser là-dessus, évidemment, il faut toujours progresser, mais enfin c'est assez décent. Et puis quand même des brevets, des COV, des brevets on n'en fait pas beaucoup, mais quelques-uns quand même, et on espère bien qu'il y en ait qui soient significatifs. Des COV, ça c'est une tradition, c'est les certificats d'obtention végétale, c'est une tradition de l'unité, puisqu'il y a de la création variétale dans l'unité sur les arbres fruitiers et sur les plantes ornementales depuis longtemps. Alors après, le nombre de COV, ça varie, on peut se retrouver dans 2 ans avec 10 d'un coup. Voilà. Mais enfin, il y a toujours une production de ce côté-là.
Et en termes de production, vous voyez, on est à peu près à 1,2 TP par chercheur et par an. Donc en théorie, tous nos chercheurs devraient être doublement produisants. Voilà, donc ce qui est assez décent, même si je vous dis on va continuer à faire ces efforts sur ce côté-là. Alors, en termes, il faut des objectifs. En termes d'objectifs, j'ai à peu près repris ce qu'on avait écrit il y a un an, avec quelques petites modifications. Construire une identité commune, ça c'est le point le plus important, avec le dernier. Entre les deux, bon, évidemment, des choses, intégrer l'ère post-génomique avec les défis socio-économiques des filières concernées. Bien sûr, quand on travaille sur l'horticulture et la production des semences, les questions importantes on est au cœur des questions importantes de sécurité alimentaire. Il faudra nourrir 9 milliards d'habitants après-demain matin, pardon. Et pour ça, effectivement, l'horticulture a toute sa place à jouer. Évidemment, la production de semences aussi, hein. Acquérir et consolider une position internationale clé dans nos domaines spécifiques. Ça, je pense que tous les labos écrivent ça, sauf ceux qui l'ont déjà, qui n'ont pas besoin d'être consolidés. Nous, je pense qu'on peut encore consolider dans certains domaines. Renforcer les productions scientifiques, c'est normal aussi. Faire monter en puissance nos plateformes, notamment, j'ai parlé de l'exemple de Phénotique tout à l'heure. Ça, c'est des choses importantes parce qu'on s'appuie dessus tous les jours et ça aide aussi à notre visibilité parce que c'est aussi des éléments d'attractivité. Donc, évidemment, qu'on va déployer nos efforts là-dessus. Et puis, le dernier point, qui, à mon avis, est un indicateur du dynamisme d'un laboratoire, c'est démontrer une forte réactivité pour pouvoir répondre à des questions émergentes. Alors, on a parlé à un moment d'épigénétique, dire tiens, on va se lancer dans l'épigénétique. Voilà. Si on est 230, on peut se dire tiens, allez, où est-ce qu'on a des forces, où est-ce qu'on commence à construire un noyau et comment après on est attractif. Si on est 15 ou 20, c'est beaucoup plus difficile. Et on a vu, par exemple, sur la métagénomique, bon, ça c'est en route, et sur le phénotypage, ça c'est en route aussi. Mais bon, ce qui est important, c'est d'être capable de répondre à ces questions émergentes et d'avoir une réactivité, ce qui est vraiment important pour demain. Alors, je termine là. Évidemment, cette présentation, c'est le résultat du travail de tous mes collègues, quoi. C'est-à-dire que je ne peux pas remercier une personne en particulier, c'est tous les agents de l'IRSS, je me suis juste fait leur porte-parole. Et puis, allez, un petit clin d'œil à la fin. Si ça avait été une plante, on aurait dit de lui que ce n'était pas une espèce modèle, loin de là. Et pourtant, ils ont réussi. Voilà, je vous remercie. Donc on va vous emmener faire un petit tour là, de laboratoire pendant une dizaine de minutes. Au cœur d'un bassin européen majeur d'horticulture et de production de semences en région Pays de Loire, l'INRA, Agrocampus Ouest et l'Université d'Angers ont réuni leurs forces pour créer un grand laboratoire de recherche à Angers en janvier 2012. L'Institut de recherche en horticulture et semences comprend environ 240 chercheurs et doctorants en physiologie, écophysiologie, génétique, pathologie ou modélisation. Il est une composante majeure de la SFR Qualité et Santé du Végétal et il est membre du pôle de compétitivité Végépolis. Les équipes de l'axe semences et stress y développent des projets de recherche avec Medicago pour modèle, afin de comprendre l'acquisition de la tolérance au stress, les processus de maturation et de survie à l'état sec et la qualité germinative. Elles ont mis en évidence l'importance des protéines LEA et HSP au sein du protéome de la graine, l'adaptation des mitochondries dans les conditions extrêmes et des enzymes antioxydantes pendant la germination, le rôle des nutriments, dont l'azote pendant la phase post-germinative face au stress hydrique. Elles identifient des QTL, clonent des gènes d'intérêt et développent des approches globales de transcriptomique, s'appuyant sur le plateau d'analyse des acides nucléiques de la SFR, pour identifier les régulateurs clés et les réseaux de gènes qui gouvernent ces caractères et des marqueurs prédictifs de la qualité physiologique des graines. Sur le site INRA, le plateau d'imagerie de la SFR permet aux équipes de procéder à toutes les études de cytologie et biologie cellulaire. Enfin, avec le GVES,
la SFR a porté le projet Phénotype, qui a permis de créer une plateforme de phénotypage pour caractériser finement la germination de grands lots de graines par imagerie ou la qualité de semences par radiographie. Les phytopathologistes de l'équipe Emersis étudient l'histoire évolutive des populations de bactéries associées aux plantes. Leur modèle est le genre Xanthomonas, dont toutes les espèces phytopathogènes sont transmises par les semences et plants. Ils étudient la structure génétique des communautés microbiennes, leur capacité de transmission à et par les graines, pour identifier les mécanismes de l'adaptation à l'hôte. La collection française des bactéries associées aux plantes, qui est une référence mondiale parmi les phytopathologistes, est un appui important à ces projets pour étudier les interactions avec les hôtes et identifier les déterminants moléculaires responsables de l'émergence de nouveaux pathogènes, afin d'élaborer de nouveaux outils de détection et méthodes de lutte. Les chercheurs de l'équipe Fongisem étudient les adaptations des champignons pathogènes qui colonisent les semences, en particulier les alternariats, par des approches de phénomique et de transcriptomie. Pour identifier les voies de signalisation permettant aux champignons de contourner les défenses des plantes, comme les voies OG et CWI, et pour découvrir de nouveaux modes de lutte. Ces deux équipes mettent en place aujourd'hui un vaste projet de métagénomique des communautés microbiennes associées aux plantes. La France est un des leaders mondiaux de la production de semences de carottes. Mais l'espèce n'étant pas bien caractérisée d'un point de vue génétique, l'équipe qui travaille sur la carotte étudie la diversité génétique et la structuration des populations de carottes à partir d'une collection qui est une référence internationale et un support des projets de sélection. L'équipe est associée à un projet international de séquençage du génome complet de la carotte. Elle recherche des QTL majeurs et les déterminants moléculaires des mécanismes expliquant la qualité à travers les caroténoïdes et les interactions avec les pathogènes majeurs, dont Alternaria docci. L'INRA d'Angers a une longue expérience de recherche sur les pomoïdés fruitières et a développé d'importantes ressources génétiques utilisées dans les programmes de sélection avec nos partenaires professionnels pour créer de nouvelles variétés résistantes et de qualité, et qui lui ont permis d'être partie prenante du séquençage du génome de la pomme obtenu en 2010. Les objectifs de recherche et de sélection portent principalement sur la qualité du fruit par des approches d'analyse sensorielle, de biophysique, de biochimie, et sur la résistance durable aux maladies, en particulier la tavelure. Une équipe de phytopathologistes étudie la diversité génétique du champignon par le séquençage de nombreuses souches et ses capacités d'évolution en lien avec ses hôtes pour proposer des stratégies de gestion durable de la dynamique adaptative du pathogène en modélisant la dispersion de la maladie et de nouvelles méthodes de gestion du verger. D'autres chercheurs utilisent des approches de biotechnologie pour mieux comprendre les réponses des pommiers et poiriers à l'agent du feu bactérien et identifier les mécanismes de défense mis en œuvre. En particulier ceux déclenchés par les stimulateurs de défense naturelle. Ce qui a débouché sur la création d'une plateforme de service avec VG Police Innovation. Une approche similaire est développée sur la sensibilité aux pucerons cendrés. Pour tous ces caractères, des QTL ont été identifiés par cartographie génétique. Certains QTL majeurs sont en cours de clonage. Pour mieux comprendre le contrôle génétique et moléculaire des caractères cibles, des études de génomique fonctionnelle basées sur des approches de transcriptomique sont menées dans ces équipes.
Le chemin vers la sélection génomique est maintenant ouvert grâce au projet européen Fruit Breedomix, coordonné par le laboratoire. Angers est le laboratoire de recherche sur les espèces ornementales, avec pour modèle le rosier, sur lequel les chercheurs étudient l'élaboration de l'architecture, en se focalisant sur le débourrement, grâce à une démarche intégrative, en prenant en compte les effets de l'environnement, comme le stress hydrique et la lumière. En lien avec le métabolisme des sucres et les gènes sous-jacents, pour développer des modèles explicatifs structure-fonction. L'architecture des plantes est digitalisée et la croissance modélisée. Le laboratoire dispose d'importantes ressources génétiques qui sont support des études de la diversité et des bases génétiques de caractères ornementaux, dont la remontée de floraison. Les gènes isolés sont validés fonctionnellement par biotechnologie. Les chercheurs s'intéressent également aux résistances aux maladies du rosier en lien avec les professionnels. En parallèle, des projets sont développés sur d'autres espèces ornementales, toujours avec les professionnels, pour transférer ce savoir-faire. Fort de son expérience sur la caractérisation génétique de l'espèce, le laboratoire copilote aujourd'hui le projet de séquençage complet du génome du rosier. Ouais, je crois qu'effectivement, on peut remercier les quelques personnes qui ont travaillé sur ce film. Ils n'ont pas compté leurs efforts. Et puis tous les acteurs qu'on a vus, tous, qui ont très bien joué. Ouais. Donc moi, en tout cas, je les remercie aussi chaleureusement. Voilà. Donc, cette petit tour des labos vous donne une petite idée de la façon dont on est équipé, sachant qu'effectivement, demain, on aura ce nouveau laboratoire